Le peuple suscite à la fois la sympathie et la méfiance du philosophe. Sympathie parce que le peuple figure l'unité du corps social, enfin immanent à lui-même, et ne devant pas s'aliéner dans la figure d'un souverain qui le transcende. C'est bien cette unité populaire que veut penser le philosophe quand il cherche à comprendre la société, laquelle peut recevoir en retour du philosophe la compréhension de ce qu'elle est, à savoir un peuple. La popularité des idées du philosophe n'est pas un gage de vérité, elle, mais elle montre que les idées s'incarnent ou peuvent s'incarner dans des mentalités, qu'elles peuvent vivre concrètement dans la pratique des mœurs collectives, autant que dans les têtes pensantes qui les théorisent de façon abstraite. Ainsi, être populaire pour un philosophe, ou pour des idées philosophiques, c'est faire corps avec le réel, et le philosophe y trouve là sans doute, sinon une raison, du moins un indice de la valeur de ces idées. Cependant, ce qui est populaire ne l'est souvent qu'au prix d'une simplification des idées dont le philosophe se méfie. Le peuple veut toujours son bien, mais il ne le voit pas toujours, disait Rousseau. S'il faut rendre la philosophie populaire, selon le mot de Diderot, qui est aussi l'adage de l'association Philosophia, c'est bien parce que sans l'accomplissement de ce devoir, c'est la démagogie qui occuperait le terrain des idées, le terrain social des idées. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, rajoute Rousseau. On est là devant une difficulté redoutable. Le philosophe veut instruire le peuple, mais il ne peut rivaliser dans son mode de communication avec le démagogue, qui fait de la flatterie sa spécialité. Le philosophe n'est-il pas, alors tel Socrate, condamné d'avance par un tribunal populaire qui préférera toujours être séduit par ceux qui excitent en lui obscurément ses passions, plutôt qu'instruit par un enseignement éclairant. La renommée, mais renommée éventée et rapidement du philosophe Kierkegaard auprès de ses contemporains, semble confirmer jusqu'à la caricature cette malédiction socratique implacable, semblant prédire que jamais le philosophe ne saura s'y prendre, décidément, avec le peuple. D'abord investi d'une renommée inattendue d'écrivain, provoquée par le succès d'une œuvre pourtant déroutante, l'Alternative, ou bien, publiée en 1843, et constituant une méditation sur les rapports tumultueux de l'esthétique et de la morale. L'écrivain danois se retrouve quelques années plus tard tourné en ridicule par un journal satirique local de Copenhague, le Corsair, qui produit de lui des caricatures. Le philosophe n'y est plus dessiné que comme un intellectuel maladroit, démodé, hors sol. C'est cette époque qui est également celle des révolutions nationales et du printemps des peuples. On diffuse et on traduit le manifeste du Parti communiste, qui semble aller dans le vent de l'histoire, lui. Tandis que les œuvres de Kierkegaard, elles, qui invitent à méditer sur l'individu, semblent vouées aux oubliettes de cette même histoire. C'est que l'œuvre du philosophe danois semble plutôt témoigner d'un souci d'émancipation individualiste vis-à-vis du peuple, d'un désir de s'en extraire, comme si ce peuple menaçait toujours d'être emporté par les passions de la foule en furie, qui en constitueraient en quelque sorte le fond obscur et menaçant. Les caricatures de Kierkegaard dans le Corsair, une tenue démodée, un peu ridicule, une posture grotesque, un sourire naïf, voire carrément niais, témoignent ainsi à nouveau de l'exclusion dont le philosophe peut se sentir l'objet, lui qui s'est révélé incapable de comprendre le peuple directement et sans détour, de faire son histoire ou de faire l'histoire avec lui. Mais on peut voir aussi dans le sacrifice de la renommée du philosophe, plutôt qu'une bévue d'intellectuel, un acte de communication tout à fait original. Un message indirectement adressé aux individus qui composent le peuple, qui finalement le font vivre par les choix qu'ils accomplissent au cours de leur vie,
Manifestation d'appartenance ou de désaffiliation, mariage ou rupture, unification ou séparation font partie de la vie des individus autant que de celle du peuple que ces individus composent avec les autres. L'erreur de l'intellectuel, c'est de croire un peu vite parler au nom du peuple, au lieu de reconnaître humblement l'anonymat qui doit être de mise, l'effacement qu'exige et finalement le sacrifice qu'appelle pour l'individu la reconnaissance de l'existence du peuple. Qui peut parler au nom du peuple ? Qui peut parler au peuple ? Qui peut s'autoriser à l'appeler même par son nom ? Un tel législateur des noms, en quelque sorte, un tel nomothète, ne se doit-il pas de rester sagement lui-même anonyme ou de sacrifier, s'il en a une, sa renommée pour avoir une chance d'établir la moindre communication avec ce peuple ? De deux choses l'une, en effet. Soit le philosophe choisit l'embourgeoisement, le renoncement à faire peuple, ne considérant au fond le peuple comme la foule ignorante et dangereuse dont toute son éducation consiste à s'extraire et à se préserver. C'est alors sur un ton d'effroi ou de dégoût, ou en tout cas de méfiance, et avec un mépris emprunté à l'aristocratie, que le philosophe bourgeois parlera du peuple. Il n'aura alors de cesse de dissimuler honteusement, s'il en possède, ses propres origines populaires, pour réussir son intégration dans l'élite de la bonne société, quitte à subir le syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'avoir à vivre au sein d'un milieu social qui n'est pas le sien. Soit le philosophe choisit de devenir une sorte de révolutionnaire qui cherche à réveiller le peuple souverain, à parler en son nom, en l'investissant d'emblée d'une mission historique, d'auto-émancipation. Il y a alors le risque de méconnaître la réalité culturelle dont il est formé, ce peuple, et qui constitue son horizon historique. C'est le peuple que Jules Michelet nomme la patrie transfigurée, ou la nation. Il est alors fier, le philosophe, s'il en possède, de ses origines populaires, et il est peut-être prêt, si nécessaire, à s'en inventer de toutes pièces, tellement l'idéal du peuple lui paraît digne d'être mobilisé comme une grande cause. Le peuple mythifié par l'idéologie, qu'on songe aux représentations du peuple sur des monuments comme le Palais de la Culture de Varsovie, à l'époque du réalisme soviétique triomphant, est alors aussi célébré, ce peuple mythifié, que désincarné. Il est représenté partout, mais il n'est présent nulle part. Méprisé d'un côté, mythifié de l'autre, le peuple n'est pas reconnu dans sa réalité, quand ce n'est pas de lui qu'on parle, mais par exemple de son mythe national, ni à lui qu'on s'adresse, mais plutôt à une élite de privilégiés soucieux de s'en distinguer. Une authentique reconnaissance du peuple ne peut avoir de sens que si elle déploie un art de la communication des plus singuliers. Et c'est à la réussite ou à l'échec d'un tel art de communication que nous fait réfléchir la philosophie de Kierkegaard et la façon dont elle est transmise, ou dont elle s'est transmise finalement dans notre culture. Étrange communication en effet. Une pensée vraiment philosophique, ce n'est pas une pensée qui impose un nom d'auteur dans les esprits. C'est une pensée qui façonne des concepts, qui les diffuse à travers la culture, et qui le fait parfois de façon parfaitement anonyme et souterraine. Ainsi va lentement se diffuser en France, dans la culture, le concept d'existentialisme au XXe siècle. Sartre rappelle au début de sa conférence de 1946, « L'existentialisme est un humanisme », que l'existentialisme n'est pas seulement une doctrine philosophique, mais aussi le nom d'une mode de conduite populaire que s'attribuent bon nombre de petites gens. Elle semble consister à exprimer sa tristesse autant que sa résignation, dit Sartre, à l'égard de la condition humaine. On qualifiera ainsi d'existentialiste celui qui regarde la vie en privilégiant le mauvais côté de la vie humaine, sa laideur. Sartre cite même une dame lâchant un mot vulgaire et déclarant en s'excusant « Je crois que je deviens existentialiste ». Cependant,
le propos de Sartre, dans cette conférence de 1946, n'est pas de cautionner cette popularisation, finalement, de la mode existentialiste, elle est plutôt de redonner au nom d'existentialisme une caution savante, une technicité toute conceptuelle qu'il aurait justement perdue en se popularisant. Si les idées se diffusent en se simplifiant, le propre du philosophe, pour Sartre, est de rappeler leur complexité doctrinale à ces idées et non pas d'accompagner le mode de transmission simpliste et caricatural qui permet leur diffusion. De même que les romans existentialistes de Sartre ne sont pas pour autant des romans populaires, car les personnages principaux n'y sont pas des figures du peuple. De même, en politique, Sartre défend la cause de l'intellectuel engagé, comme le montrera dans les années 60 son plaidoyer pour les intellectuels. Ce qui importe pour l'intellectuel sartrien, c'est une sorte de magistère universel de l'intelligence, comme le rappellera le sociologue Pierre Bourdieu. Et cet intellectuel n'échappe jamais à la contradiction d'être considéré comme un traître par la classe dominante dont il est issu, autant que comme un suspect pour la classe dominée qu'il veut défendre, comme le confirme l'historien Gérard Noiriel dans sa préface à une nouvelle édition du plaidoyer pour les intellectuels. Tout ceci permettant sans doute de comprendre que, quels que soient ses efforts pour en défendre la cause, l'intellectuel n'est jamais une émanation du peuple. Il est toujours quelque peu étranger à lui. L'essor de la presse dite populaire, et à travers elle l'avènement de la communication de masse, montre bien ici une sorte de impossibilité pour l'intellectuel de prendre la mesure de son étrangeté au peuple. Rien n'est plus anonyme en effet qu'une foule de lecteurs, aujourd'hui d'internautes, abreuvés en permanence d'un flot de nouvelles et traités comme des consommateurs interchangeables d'opinions de toutes sortes. L'idéal progressiste de l'émancipation sociale du peuple, par le biais de la presse, par le biais de tous ces moyens finalement d'information, se brise sur la réalité économique de groupes de presse privatisés, de lobbies conservateurs, de technologies d'information et de nouveaux systèmes d'influence des votes lors des élections démocratiques. Ces puissances médiatiques qui font et défendent l'opinion publique, que peut y faire un intellectuel engagé? Que peut faire contre elle un intellectuel engagé, même pour la cause du peuple? Pour communiquer avec le peuple, on ne peut donc pas adopter la posture de l'intellectuel engagé. Ça ne suffit pas. Provenant d'une élite qui lui est étrangère, ici, cet intellectuel engagé ne pourra ici véritablement intégrer ou simplement comprendre le peuple. Car le peuple, tour à tour, écoutera ou s'agacera d'écouter cet intellectuel, il l'adorera, puis brûlera comme une idole, se mettre à penser. Celui-ci ne saurait reconnaître ou être reconnu comme un de ses membres par le peuple. Pour communiquer avec le peuple, il faut donc savoir faire peuple, c'est-à-dire tout à la fois lui parler, mais aussi parler à partir de lui. Faire peuple, ce n'est donc pas seulement parler au peuple comme à un autre, mais retrouver la langue populaire qui est la sienne et qui fait qu'on ne peut en parler sans éprouver son intime appartenance à lui. Et c'est justement le concept d'existence qui consiste à n'être pas un concept abstrait et à véritablement permettre d'aller au-delà d'une communication abstraite séparant un sujet et un objet, et qui permet sans doute de parler peuple, en quelque sorte. Exister, ce n'est pas seulement être, c'est être et en même temps en être, en quelque sorte. Donc, parler au peuple et faire partie du peuple en lui parlant. L'intellectuel populaire serait une notion ici des plus paradoxales, puisque il serait un intellectuel qui ne pourrait d'une certaine façon penser le peuple, parce que trop intellectuel, et il serait populaire d'une façon qui lui permettrait insuffisamment de faire preuve d'intellectualité. Il y aurait ici un cercle de la communication à laquelle seule une pensée existentielle pourrait ici apporter la solution.
Mais qu'est-ce que c'est ici qu'une pensée existentielle? C'est le dernier point que je voudrais ici aborder avec vous. Kierkegaard, finalement, tout en développant sa pensée, cultive en même temps un attachement à ses origines, et sa biographie le montre. Ses origines sont de trois sortes, en quelque sorte, familiales, langagières et civilisationnelles. Kierkegaard cultive un attachement à ses origines familiales. Sa pensée est marquée par une légende familiale qui l'imprègne d'un caractère mélancolique, dit-il lui-même. Le populaire se manifeste souvent comme la marque infâme d'une origine honteusement cachée, un secret de famille, que ceux qui rêvent d'intégrer les hautes sphères de la société cherchent souvent à renier, rarement avec succès, pour échapper à cette mélancolie des origines. Mais Kierkegaard cultive en lui la mémoire de ce pesant secret de famille. Son père aurait, selon cette légende, dans sa jeunesse, blasphémé contre Dieu, attiré sur ses proches une malédiction terrible, précipitant le décès précoce de bon nombre de ses proches. Et cette superstition populaire, Kierkegaard la prend au sérieux. Il en fait l'explication même de son caractère mélancolique. De la même façon, Kierkegaard ne choisit jamais de séjourner longtemps hors de son Danemark natal, ni d'écrire dans une autre langue que le danois. S'ouvrir à la culture, pour lui, ne signifie jamais renier ses origines danoises, adopter une nouvelle langue, mais seulement voyager, découvrir le lieu et la langue de ce qui reste l'esprit des autres peuples, en particulier du peuple allemand. Le peuple est donc pour Kierkegaard l'horizon indépassable de la culture. Et s'instruire ne signifie certainement pas nier sa particularité linguistique, mais au contraire montrer en quoi elle éclaire le destin de la communauté. Kierkegaard se déclare amoureux de la langue danoise. À la fin des stades sur le chemin de la vie, on trouve un vibrant hommage à cette langue maternelle. Il offre ses ouvrages, dit-il, au peuple dont je suis fier d'avoir l'honneur d'écrire la langue, avec un dévouement filial et un amour presque féminin. Le philosophe compte sur son art dialectique pour, dit-il, tel Socrate, réveiller les consciences. Il emprunte des chemins détournés pour tenter d'atteindre, dans ses œuvres, l'âme profonde de ses lecteurs. C'est la langue qui est ici à l'œuvre dans la pensée philosophique. Non la langue étrangère, mais la langue nationale, la langue du peuple. Le choix de cette langue est décisif, car elle indique l'enracinement du philosophe dans sa communauté. C'est bien en danois que Kierkegaard pense la philosophie. Enfin, Kierkegaard reste profondément attaché à la civilisation chrétienne qui façonne les mœurs de ses concitoyens, au point de rédiger des sermons religieux, d'envisager sérieusement un temps une vocation de pasteur. Il écrit d'ailleurs une œuvre théologique importante. Toutes ces œuvres philosophiques sont traversées par une méditation sur la vérité du christianisme et son rapport avec la sagesse antique. Pour Kierkegaard, le peuple a donc un triple sens existentiel, familial, langagier et civilisationnel. Il n'est pas une entité mythique, un acteur central d'une histoire nationale, ou même mondiale. Il n'est pas non plus une origine honteuse dont il faudrait chercher à s'émanciper. Il est l'horizon de la culture, au sein de laquelle chaque individu questionne le sens de son existence et détermine ses choix de vie. Concluons donc ici. Le philosophe n'a pas à chercher à faire peuple en s'engageant à être un intellectuel. Qu'il le veuille ou non, il est du peuple. Et sa pensée ne fait qu'en exprimer les inquiétudes historiques. Le peuple est une réalité mouvante et fragile. Et pour le philosophe, c'est un devoir de s'interroger sur ses significations, ses mutations, son devenir. Qu'est-ce qu'un peuple ? C'est ce qui affecte anonymement chaque individu dans son existence, par la structure de sa famille, les usages de sa langue, les valeurs de sa civilisation. Faut-il alors se marier ou non, écrire en danois ou en allemand, se soumettre à l'autorité religieuse ou contester cette autorité, sans jamais prétendre élaborer une science humaine, sans chercher à être un intellectuel engagé? Kierkegaard nous livre cependant une méditation éclairante sur les tours et les détours d'une communication existentielle entre un philosophe et le peuple dont il est membre.